Je vous retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Je suis enfin rentré de vacances, on est parti pour une petite vidéo sur l'actualité que je n'ai pas pu traiter lors des 15 derniers jours. Pas mal de choses à présenter aujourd'hui avec pas mal de cartes qui ont été annoncées du côté du Japon. Avant de commencer avec les actus, je vous invite bien évidemment à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tout le soutien que j'ai sur cette chaîne depuis que j'ai commencé mon aventure sur Yu-Gi-Oh! En vidéo YouTube. Je tiens vraiment à vous remercier. On commence avec un petit calendrier des sorties Yu-Gi-Oh! Surtout pour l'année à venir, l'année 2025. On arrive en décembre, donc forcément il y a des actus intéressantes qui vont arriver avec bien sûr Crossover Breaker, la seule sortie du mois de décembre. Et quelle sortie! Ça va changer pas mal le format, le jeu et la méta avec des archétypes qui vont bien me plaire. Je ferai une vidéo ouverture bien évidemment. On a ensuite en janvier Supreme Darkness. On a ensuite le Blue Eyes, donc le structure deck qui ne sera pas le 6 mais le 14. Sachez qu'il a été décalé au niveau de sa date, voilà, je vous le dis ici. Il sortira pas le 6 février mais le 14 février pour la fête des amoureux. Ce sera peut-être un beau cadeau de Saint-Valentin. Ensuite on a l'OTS donc en février 27 où on a notamment une carte Blue Eyes en Ultimate. On a Maze of the Master qui sortira en mars avec notamment la carte Tachyon qui est très recherchée pour pas mal de decks mais surtout pour Iséal. Et on a Alliance Insight avec pas mal de cartes qui ont été révélées que je vais vous montrer aujourd'hui, mais on n'a pas encore la date voilà, de sortie de Alliance Insight. Ça devrait être lors du mois d'avril, je pense aux alentours du 3e week-end d'avril, un truc comme ça. En tout cas ça devrait être dans ces eaux là. Voilà pour le calendrier des sorties, en sachant que Suda a un petit peu déçu au niveau du contenu présent dedans. Je pense pas que Suda ça va vraiment être le gros set de l'année 2025, donc voilà, on va récupérer quelques cartes mais ce sera pas le set révolutionnaire comparé à Crossover Breaker, mais bon on aura l'occasion d'en reparler. On y va pour les premières infos de cette vidéo. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique, n'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. On commence cette vidéo avec quelques petits tapis qui ont été annoncés en OCG qui peuvent, je pense, vous intéresser si vous aimez les tapis d'import OCG. Peut-être qu'il y en a certains qui arriveront chez nous, on verra. On a le petit tapis Gangba Luminous Ryuji of Starforge, voilà, donc la petite carte pendule Ryuji qui est très stylée, hein. Vraiment c'est un très beau dragon. Le tapis est très joli honnêtement, donc je tiens à vous le montrer comme d'hab, hein. Je vous montre toujours les tapis. On a aussi la Red Ransom, donc la reine de cœur je crois, donc voilà, donc la Queen qui va bientôt sortir chez nous et qui est déjà en tapis et bien sûr en OCG. On a aussi cette carte là qui est sortie et bien dans la dernière extension qui est un mélange entre les Fire King et les Mermail, donc voilà, carte qui est très jolie et qui est sortie en tapis également, voilà. Et ensuite la dernière c'est celle-ci, donc sur le lore un peu White Forest, Jabel, etc. Vous l'avez, il est très beau, franchement il est très sympa. Donc là c'est pour l'Asian Campus League. Voilà, au Japon, il y a pas mal de tapis qui sortent pour diverses occasions. Du côté de l'OCG, on a Terminal World qui a été annoncé. Chez nous, ça devrait sortir, je pense, en mai, sûrement, très certainement en mai, avec un set duel terminal, un peu comme on a à chaque fois. Donc on a notamment des artworks alternatifs qui sont annoncés dans ces sets là. Et là c'est Necros of Trishula qui a été annoncé en nouvel artwork. Vous l'avez sur le côté, il est très sympa, voilà, il y aura pas mal de nouvelles artworks donc dans ce set qui ne sera pas celui-ci, hein, Terminal World c'est au Japon. Nous on aura un set dédié où il y aura ce genre de cartes. On a une autre carte qui a été annoncée dans Terminal World du côté du Japon dans une autre visuelle, c'est Gem Knight Fusion, voilà, qui va être comme ça. Donc je sais pas s'il y en a qui aiment les chevaliers Gem, en tout cas sachez que la magie pour faire des fusions aura elle aussi un nouvel artwork qui est sympa, hein. Après j'aimais bien celui de base, mais celui-là c'est une autre façon de voir les choses un peu plus dans le lore.
On va commencer cette vidéo avec toutes les cartes de Crossover Breaker qui sont officielles. On a la liste, hein, on a eu les différentes avant-premières des youtubeurs qui ont la chance de pouvoir ouvrir des paquets en avance. Bah écoutez, on sait toutes les cartes, on sait les cartes en UR, en SR et en rare, donc on va tout regarder dans cette vidéo. On commence déjà avec eh bien, les UR, donc les cartes qui vont coter, et on a pu voir que pour l'instant c'est assez cher, hein, on sans doute, vu que sur les 10 UR de l'extension, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas forcément de l'archétype que l'on souhaite, Ryuji, en tout cas c'est pas celui qui est le plus demandé. Donc une carte Ryuji, donc ça veut dire que vous avez 9 cartes, soit Malice, soit Rizeal, donc c'est des plutôt bonnes cartes sur le papier, hein, avec 4 cartes Malice, donc le Malice Q, Earth of Cryptor, donc c'est la reine de cœur, ouais, donc voilà, l'autre c'était plutôt la pique. On a le White Rabbit qui est là, donc qui est aussi x3, donc ça c'est x1 ou x2 je crois. Rabbit c'est x3, on a Malice in Underground, donc qui est le terrain, qui est très très fort, qui est un starter, c'est x3, donc ça et ça va coter énormément. Et la petite piège c'est une one-off je crois dans beaucoup de decks, après il faudra voir les versions, a priori une one-off qui est aussi dispo en ultra. Sachez que les quarters de cette extension, je crois qu'on a Ex Rizeal, on a Malice MTP07 qui est en quarter, et la dernière quarter c'est une Malice, mais je me rappelle plus laquelle c'est peut-être White Rabbit, voilà, je vous le dis, ou la Earth of Cryptor. En tout cas, les quarters sont pas encore forcément toutes connues officiellement, mais il me semble, lors des dernières news que j'ai pu voir, c'était ça. Et vous l'avez vu, donc on a Todd, X et Ice, Rizeal qui sont les 3 starters qu'on joue en x3 dans le deck, qui sont les 3 en ultra bien évidemment. Et ensuite Geodrive et Dead Nader qui sont pas des one-off, hein, c'est joué en au moins 2 exemplaires par carte, qui sont elles aussi en UR. Donc franchement, ce qui est bien, c'est que si vous ouvrez des boîtes, vous allez avoir des bonnes ultras. Donc ça c'est la bonne nouvelle, en sachant que vous avez 4 à 5 ultras par boîte, sans compter des potentiels collectors et quarters. Donc vous allez ouvrir des UR qui sont pour le coup bonnes, hein. Pour le coup ce ne sera pas des mauvaises UR, mis à part Ryuji finalement, Malice, Queen Earth of Cryptor, parce qu'elle n'est pas jouée en beaucoup d'exemplaires, et MTP07 non plus. Donc en fait toutes les autres que vous allez avoir, elles seront coûteront un peu plus. Donc ça va valoir le coup d'ouvrir des boîtes pour cette extension Crossover Breaker, vu que les UR sont très intéressantes et sont surtout jouées x3 dans les decks. On passe maintenant au super rare donc de Crossover Breaker, hein, la croisée infernale en français, on n'a pas forcément pu évoquer le nom, mais c'est le nom qui a été donné. Voici l'ensemble des cartes qui sont en super rare. Sachez que dans cette extension Crossover Breaker, on a des cartes qui sont en rare, qui peuvent aussi être disponibles en super rare. Voilà, donc il y a des rares dispo en super rare, vous allez le voir après. Mais là, c'est toutes les SR que vous pouvez avoir dans un booster, en sachant que vous avez au moins une super rare dans un booster. Donc on a notamment Dormouse et Cheshire Cat, donc les cartes qui sont importantes dans ma liste, notamment Dormouse. Cheshire Cat c'est une carte en 2 exemplaires habituellement. On a les cartes Ryuji forcément qui sont en super rare, on s'en doutait. Palma Rizeal et Node Rizeal qui sont aussi présentes, donc ça c'est plutôt une one-off pour Node et l'autre elle n'est pas jouée. Voilà, on a du Planet, Pathfinder, bon, pas forcément une carte incroyable. On a par contre Exiton, qui avait un petit peu augmenté de prix récemment, donc il est réédité, c'est une plutôt bonne réédition. On a numéro 103, Rania 0, qui est réédité pour peut-être prévoir un petit peu Takyo, qui va sortir dans Maze, même si c'est pas forcément celle qu'on aurait aimé voir rééditer, il y en avait des numbers un peu plus intéressants. Tornado Dragon, voilà, c'est une bonne réédition. On a Red Ramson et White Vander qui sont aussi en SR, voilà, donc bon, c'était logique, mais ils sont aussi en SR, donc ça veut dire qu'il y en a Red Ramson, et parce que la carte d'avant c'était Earth of Cryptor, donc forcément les 2 autres liens Malice sont en super rare, c'était logique, hein, on s'y attendait honnêtement. On a les cartes Tenny aussi qui ont été rééditées. Voilà, donc sachez-le. Et il y a le Monk qui va être en super rare. Bon, bref, ensuite on a les cartes plugin, le terrain, Rizeal en super rare, les cartes Ryuji en super rare, et les différents pièges Malice ou Rizeal sont en super rare également. L'ensemble des rares, vous les avez là, et vous le remarquez, il y a des cartes qui ne sont que en rare, et il y a des cartes qui sont en rare et en super rare. C'est le cas de Palma Rizeal, de Node, c'est le cas également de cette carte là, je sais plus comment elle s'appelle, Tornado Dragon aussi, qui est aussi disponible en super rare dans les 2 raretés, comme Exiton, comme Rania 0. Voilà, donc on a des cartes comme ça qui sont dans les 2 raretés, donc ça c'est plutôt cool honnêtement. C'est à dire que si on veut le deck par exemple Rizeal en full rareté les plus grosses, eh ben, il faudra avoir Palma et Node Rizeal, non pas en rare mais en super rare. Je sais que ça en intéresse certains. Moi qui risque de jouer aussi Rizeal, je préférais avoir ma Node Rizeal en super rare par exemple, hein. Voilà, c'est un exemple comme un autre. En tout cas il n'y a pas énormément de cartes Rizeal
Ryuji, il y en a quelques-unes, et Malice, il n'y en a pas beaucoup dans le set de rares, voilà, sachez-le. Mais c'est des cartes, on va dire, qui vont aider un petit peu les archétypes. Elles sont pas toutes utiles hein, pour votre deck, pour le coup, les cartes rares ici. Mais certaines peuvent être cool, voilà, sachez-le. En tout cas, Allure of Darkness, c'est bien de l'avoir réédité. Si vous l'avez pas eu, Exciton, c'est bien aussi. Time Thief, c'est pas mal aussi. Ça peut vraiment être joué si vous voulez jouer Rizéal. En tout cas, commencez à jouer Rizéal. On passe maintenant aux cartes qui ont été annoncées en OCG, des cartes qui vont sortir on ne sait pas quand, parce que là, c'est une carte d'un Premium Pack 2025 qui va sortir le 21 décembre, donc du côté de l'OCG. Pas mal de cartes de Premium Pack que je vais vous annoncer là, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont sortir chez nous. Ça devrait sortir dans un gros pack, comme je l'ai dit, Duel Terminal, voilà. Souvent, ça sort dans ce genre de pack là. Et là, on a quoi? Du support. Et ouais, c'est pas un nouvel archétype, c'est du support Magistus, donc Aleister et Invoked. Donc qu'est-ce que ça dit? C'est Crowley doué de Magistus, donc Magicien Ténèbres niveau 4. Elle dit que quand elle est face recto et qu'elle est utilisée comme matériel fusion, son nom peut être traité comme Aleister l'invocateur. Donc c'est du support pour un archétype invoke qui est, invoqué qui est très apprécié. On peut utiliser chacun des effets fusion qu'une fois par tour. Si cette carte elle est tutorisée, sauf en la pêchant, on peut la spé. Donc c'est un poplar, voilà. Donc si elle est tuto, elle peut se spé direct. Donc ça crame pas la norme d'invoque d'invoquer qui était un peu le problème du deck, c'est que tu faisais Aleister, norme Aleister effet, tu prenais une interruption, ça pouvait être compliqué. Bah là au final cette carte là elle peut se spé directement sans cramer la norme, et quand elle est norme ou spé, on peut invoquer par fusion un monstre fusion Magistus ou invoquer depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain comme matériel. Voilà, donc ça permet tout simplement de faire passer son combo et non plus être dépendant de la norme, et surtout que la norme passe, donc ça ajoute bien un peu plus de consistance à ce deck là. On a une carte fusion qui va avec, qui a été annoncée, c'est Zoroa le Magistus victorieux Veretrana, je sais pas si je le dis bien. Il est très stylé, ça c'est clair, on peut le dire. Il demande un monstre Magistus plus un monstre fusion synchro Xyz ou lien, donc ça peut être une target super poly hein, dans l'idée, vu que vraiment ça demande pas mal de choses différentes. Si vous jouez Magistus avec des super polis, ça peut vraiment être dévastateur pour le coup. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire ou dont le cimetière est l'équiper à ce monstre. Donc ce monstre que vous avez ciblé, vous pouvez l'équiper à cette carte. Donc c'est pas mal, vous pouvez récupérer un monstre adversaire. C'est pas un effet rapide malheureusement. Lorsqu'il y a un effet de monstre qui est activé en effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre Magistus que vous contrôlez au cimetière en cost, hein, donc c'est important de le dire, et annuler cet effet. Puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par l'adversaire, pas forcément celle que vous avez et bien negate en plus de ça, donc ça permet de negate une carte plus de pop, donc c'est quand même assez intéressant, et on ne peut utiliser chaque effet de Zoroa qu'une fois par tour. Ensuite on a une magie jeu rapide, la magie de verre à lacryma de lumière, qui est considérée comme Magistus et artisane sorcière, donc c'est dans ce gros lore qui mélangeait pas mal d'archétypes bien sûr. Donc on peut activer un de ces effets, mais on peut activer que chaque effet de magie de verre machin qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre Magistus ou artisane sorcière, vous pouvez envoyer un magicien ou une magie depuis le deck au cimetière, donc ça permet de foolish ce que l'on veut. Et le deuxième effet, donc si vous avez une autre copie, vous pouvez le faire également. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez invoquer spé un monstre Magistus ou artisan sorcière depuis la main ou le deck. Voilà, donc c'est assez polyvalent. Ça peut être joué en go first, être 7 en go first pour le tour prochain en réponse à l'adversaire, ou même pendant votre tour si l'adversaire fait un effet. Ça peut être une pièce de combo. Alors pour le coup, je ne connais pas du tout les archétypes Magistus, artisan sorcière, donc je ne sais pas si ça va être utile, mais j'imagine que oui. Nous avons également Magia, marteau de Thor, voilà, excusez-nous, qui est traité comme Magistus et Endymion, donc comme je l'ai dit, pas mal d'archétypes. Hein. On peut envoyer une autre carte Magistus que l'on contrôle au cimetière, ou retirer 2 compteurs magie depuis le terrain, puis activer un de ses effets, et on peut faire chaque effet qu'une fois par tour. Donc invoquer spé un magicien depuis la main extra deck face recto ou cimetière, voilà, donc un pendule, un monstre de la main ou du cimetière, donc polyvalent. Et l'autre effet c'est bannir une carte sur le terrain, voilà. Bon, c'est pas une magie jeu rapide, donc c'est dommage, on aurait pu la set et le faire pendant le tour adverse, ça aurait été un peu plus fort. Donc c'est forcément une carte qui va être utilisée pour son premier effet, surtout pendant votre tour, et sinon ce sera en go 2 pour le deuxième effet, possiblement, voilà.
Dans le premium pack, on a également du support pour l'archétype DD même, on peut le dire, l'archétype avec les pendules, tout ça, voilà. Bon, je suis pas très fan forcément des archétypes pendules de mon côté. On embrasse Ramin qui adore ça, un ami du local évidemment. Alors, on a l'Arpenteur, donc niveau 8, 2000 attaque, 2000 de def. Il a un d'échelle pendule, important de souligner quand même. Son effet pendule, c'est quoi? C'est que si vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres DDD, vous pouvez cibler strictement 3 monstres contrôlés par l'adversaire, vous en sacrifiez 2d3 et le dernier il va gagner l'attaque def égale au monstre sacrifié en attaque def. Voilà, en gros vous sacrifiez 2 de son terrain et l'autre il est surboosté. En gros ça veut dire ça. Pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, mais ça demande à ce que l'adversaire ait strictement 3 monstres, enfin au moins 3 monstres, s'il en a 4 ça marche, mais s'il en a que 2 bah, c'est niqué quoi, cet effet sert à rien. Ensuite, l'effet qu'il a, c'est qu'il peut, donc vous pouvez défausser un monstre DD pour l'invoquer spé depuis la main. Et s'il est dans move spé, vous pouvez tutoriser un monstre DD qui a 0 attaque défense depuis votre deck à votre main. Ensuite, on a le surveillant extra DD qui est un enfer à lire. Si une ou plusieurs cartes monstres par stricto contrôlées par l'adversaire sont sous combat ou par un effet de carte, on peut cibler un DDD que l'on contrôle, bannir 2 cartes depuis la zone pendule. Et si on le fait, le monstre ciblé peut faire une seconde attaque durant la battle phase ce tour. Donc ça permet à un monstre DDD que vous contrôler de faire une seconde attaque. Voilà. c'est beaucoup d'effets pour ça. Finalement, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de choses pour seulement faire une deuxième attaque. Donc ça me paraît être un peu moyennasse. Bon, on verra. Et l'effet de monstre, c'est que vous pouvez défausser cette carte, donc en discard, pour tutoriser un monstre pendule DD face recto depuis l'extra deck. Donc strictement l'extra deck, donc un pendule qui aurait été détruit, qui va à l'extra, vous le récupérez. Ok, pourquoi pas, mais ça demande de le défausser, c'est pas un starter en tant que tel. Si cette carte elle est bannie, vous pouvez bannir des cartes du dessus du deck de l'adversaire d'un nombre égal au nombre de monstres pendules qu'il y a actuellement dans l'extra deck. Puis vous pouvez faire gagner un monstre DD que vous contrôlez de son attaque pour chaque carte bannie par cet effet. Donc ça buff d'un côté et ça fait bannir de l'autre du deck de l'adversaire. Honnêtement, je trouve pas ça fou. Ensuite, le DD Arpenteur d'échelle, lui, il est un petit peu plus court, donc tant mieux. Échelle pendule 9, son effet pendule, c'est durant la standby. On peut cibler 2 cartes dans la zone pendule et leur échelle devient 0 jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, c'est pas un effet rapide, c'est en standby qu'on peut faire cet effet-là. Ok, alors moi je connais pas assez les pendules ou les possibilités pour savoir ce que ça peut impliquer. En tout cas, là comme ça me paraît pas être exceptionnel. Après, peut-être que ça l'est, je ne sais pas. Son effet de monstre, c'est que si vous contrôlez un monstre pendule DD, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Donc c'était un extender, ça c'est toujours intéressant. Si cette carte invoquée dans Mouspé, on peut la faire devenir de niveau 4. Ok, ça doit avoir un intérêt pour faire des synchros ou des XI, j'en sais rien. Et si cette carte elle est envoyée au cimetière ou ajoutée à l'extra deck face recto, on peut cibler une carte monstre pendule DD que l'on contrôle et la remettre en main. Je ne sais pas ce que ça implique dans les différents combos que peut faire ce deck. Ensuite, on passe au Kaiser Automobile, toujours dans le Premium Pack. Hein. Toujours. Pour l'instant, le Premium Pack, il nous met à rude épreuve au niveau de la lecture. Le Kaiser Automobile, qui est un Ténèbres Machine niveau 5, 2000 d'attaque, 4400 de défense. On peut révéler cette carte pour invoquer spécialement... invoquer normalement un monstre Ténèbres Machine. Donc, vous pouvez l'invoquer lui-même ou... autre chose si vous l'avez en main. Donc la polyvalence c'est assez intéressant de pouvoir se de pouvoir norme soit lui soit une autre. Ça consomme une norme si vous ne l'avez pas faite avant, attention. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le, puis invoquer spécialement un monstre jeton machine de niveau 1 qui est en position d'attaque. Bon, dans des combos machine terre, peut-être que ça peut avoir un intérêt parce que le monstre que vous allez spé c'est vraiment un machine terre. Après dans un deck machine global, je sais pas ce que ça peut impliquer. Nous avons ensuite la réparation 2 pour un magie normale qui demande de bannir un monstre Ténèbres Machine depuis votre cimetière en cost, donc potentiellement la carte qu'on a vue au préalable, et d'invoquer spé un monstre qui mentionne jetant monteur depuis la main, deck ou cimetière, donc possiblement la carte qu'on a vue avant. Il doit y en avoir d'autres, en tout cas je connais pas l'archétype. S'il y a un ou plusieurs monstres Machine Ténèbres face recto que l'on contrôle qui sont envoyés au cimetière, sauf en combat, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut bannir cette carte et invoquer spé un jeton monteur directement en position d'attaque. Voilà, donc ça permet de remettre le petit jeton. Enfin, nous avons une piège, le garage de ferraille. Alors moi, j'ai vu ferraille, j'ai hurlé parce que c'est mon archétype préféré, les scraps. Mais ce n'est pas une carte scrap. Donc j'ai hurlé pour rien, évidemment. Hein, mais je m'y attendais. Attention, je me prenne une clim et que ce soit juste une carte pour les machines. Donc si y a plusieurs monstres machines face recto que l'on contrôle qui sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut cibler jusqu'à 3 cartes machines ténèbres dans le cimetière, les invoquer spé, mais on change leur attaque défense à 0. Donc ça permet, eh bien, si vous remplacez la condition de respé quand même jusqu'à 3. Donc ça peut être intéressant, mais c'était assez spécifique.
surtout que la carte doit être posée juste avant. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, ciblez un monstre machine que vous contrôlez, détruisez-le, voilà, et ça vous permet de refaire des combos, trigger des effets. On est toujours dans le Premium Pack, qui pour l'instant, bon, est pas folichon, en même temps on s'attend pas à ce qu'il soit exceptionnel, le Premium Pack, hein, en tout cas, là comme ça on s'y attend pas. On a bat le ninja de la forêt, lumière bête Sainto de niveau 3, qui a un artwork cool pour le coup, qui peut se spé s'il y a une carte dans la zone terrain, donc ça c'est cool, elle peut se spé qu'une seule fois par tour de cette manière. Quand elle est norme ou spé et que le prologue de conte de fées, l'aube du voyage, qui est une carte qu'on va voir je crois après, et sur le terrain ou dans votre cimetière, on peut ajouter un monstre bête lumière depuis le deck à la main. Attention, c'est n'importe quelle bête lumière, donc c'est pas forcément une carte dite de l'archétype. Parce qu'en bête lumière, on a également le petit Wonko, noble chevalier de la forêt. En théorie, on pourrait tutoriser ce petit Wonko qui est de niveau 4, qui n'est pas tuner, donc vous pouvez faire une synchro 7 avec les deux. Qui est donc lui, quand il est norme ou spé, on peut tutoriser un prologue de conte fait l'aube du voyage, qu'on va voir après, depuis votre deck à votre main. Et si jamais le prologue il est déjà sur le terrain, on peut à la place piocher une carte. Donc ça c'est intéressant en vrai, parce qu'au moins on a accès au terrain quasiment à tous les coups. Tant qu'une carte est dans la zone terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres avec une attaque, celui-ci excepté. Donc on doit l'attaquer lui en priorité. Lorsqu'elle est détruite de combat, vous pouvez faire partir son attaque au monstre qui l'a détruite. Bon, cet effet est quand même pas très fort, on dirait Yu-Gi-Oh! Il y a, je sais pas, il y a 20 ans quasiment là. Le voici, le prologue de conte de fées, l'aube du voyage, la magie de terrain. Ils sont tout pipou, hein. En tout cas ces cartes là elles sont assez cool, j'aime bien moi ce genre d'artwork un peu enfantin, je trouve ça marrant. Tous les dommages de combat qu'un joueur reçoit sont divisés par 2, donc c'est les deux, hein, attention. Si vous contrôlez un monstre bête lumière ou un monstre synchro dragon de niveau 7 ou 8, on peut piocher une carte, ok. Donc quand même on peut draw, hein. Le terrain se rembourse globalement assez facilement et on peut utiliser cet effet de prologue une fois par tour. Une fois par tour en stand-by, vous pouvez envoyer cette carte depuis la zone terrain au cimetière pour placer une magie de terrain depuis votre main ou deck face recto dans la zone terrain. Oh là là, ça peut mettre n'importe quoi, hein. Cet effet fait un peu peur, hein. Bon, c'est en stand-by, donc votre stand-by, donc c'est-à-dire que ce terrain doit tenir. Bon, le Yu-Gi-Oh! Moderne quand même est beaucoup plus rapide que ça. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir le prologue de conte de fées, l'aube du voyage dans le deck? Peut-être dans un deck stun, je ne sais pas, on verra ça. En tout cas, ça me semble un petit peu lent. Nous avons ensuite un numéro, le numéro S37, requin araignée, qui demande 3 monstres hauts de niveau 5, donc pas facile sur le papier, mais bien sûr on peut l'invoquer en rank up sur le numéro 37, dragon araignée tisseur d'espoir requin. Voilà, donc au moins on peut climb directement dessus. En effet, donc une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte pour cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. On le bannit jusqu'à la prochaine stand-by phase de l'adversaire. Pensez à une espie un petit peu. Et si vous le faites, tous les monstres, le cas échéant, contrôlés par votre adversaire, perdent 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est un debuff plus un bannissement. Ça peut permettre de forcer un OTK. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, une fois par tour, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle était parce que cette carte invoquée par Xyz a été détruite et il a été envoyé ce tour, on peut la respé. Voilà, après on pourra pas faire son effet forcément vu qu'il n'y aura plus de matériel, mais au moins on peut revenir sur le terrain pour remettre un body. Nous avons ensuite le numéro S38, Galaxie Titanesque. Bon, le numéro 38, il est pas dégueulasse hein, de base dans le jeu, il est jouable, en tout cas on l'a déjà vu pas mal de fois. Qu'est-ce que ça va donner ce numéro S38 qui est extrêmement stylé en tout cas, qui demande 3 monstres lumière de niveau 9, donc les conditions sont difficiles, mais il peut bien sûr se climb sur le numéro 38, dragon porteur d'espoir, Galaxie Titanesque, que l'on connaît. Elle gagne 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché, donc ça peut vite faire beaucoup. Une fois par tour, vous pouvez cibler max 2 magie piège contrôlées par adversaire. Attachez-les à cette carte comme matériel, donc ça fait penser bien sûr au numéro 38. Hein. Donc là, c'est 2 magie piège que vous pouvez lui équiper. Donc il aura très vite beaucoup de matériel, hein, cette carte-ci. Vraiment, elle peut monter très haut en matériel. C'est pour ça qu'elle se buff aussi par nombre de matériel qui lui est attaché. Les cartes ciblées et leurs effets ne peuvent pas être activés en réponse à l'activation de cette carte. Ok, donc on peut pas retourner la magie jeu rapide ou le piège qui a été ciblé par le S38. Donc on peut pas avoir de mauvaise surprise, prendre je ne sais quel effet qui t'empêcherait. Donc ça en vrai c'est intéressant parce que vraiment tu vas vraiment les récupérer les deux cartes.
Et ensuite vous pouvez détacher le matériel de cette carte. Le reste de ce tour, l'attaque d'origine de cette carte devient 1500 et aussi elle peut attaquer directement. Ça peut forcer des dégâts au time, en tout cas c'est ainsi que je le vois, parce que sinon on va peut-être quand même préférer le buff, en sachant qu'il va descendre à 1005 et remonter je pense avec le nombre de matériel par son effet continu ici, à mon avis. Donc elle aura jamais 1500 réellement, elle aura un petit peu plus. En vrai la carte est bonne, hein. La carte est bonne, pour le coup c'est la meilleure carte je pense qu'on a vu pour l'instant du Premium Pack. La carte est assez bonne. On peut peut-être faire des Zeus, tout ça par-dessus qui serait encore plus gros avec beaucoup de matériel et du coup faire plusieurs fois l'effet de Zeus. Donc en ça me semble être plutôt une bonne carte qu'il faudra récupérer quand elle sortira. Nous avons le Révélation d'Espoir, un très bel archétype, voilà, qui fait penser, je sais pas moi, à Christophe Colomb, on va dire ça. On peut envoyer un monstre dragon de niveau 8 face recto que l'on contrôle au cimetière pour invoquer SP un monstre X6 dragon de rang 8 depuis l'extra deck et c'est traité comme une invocation X6, donc si le monstre que l'on invoque a un effet à l'invocation X6 il peut le faire mais il pourra pas détacher, donc ça c'est un peu le problème. En tout cas ça peut avoir un intérêt, c'est pas une magie jeu rapide, c'est dommage, ça pourrait avoir une utilité là aussi, je vois pas trop en quoi ça peut être fort. Nous avons également le voyage galactique qui permet de spé un de vos monstres lumière ou ténèbres bannis. Donc ça en vrai c'est un effet qui est quand même pas dégueulasse parce que c'est n'importe quoi. Ça demande pas spécifiquement un archétype ou quoi que ce soit, c'est vraiment un lumière ou un ténèbre banni qu'on peut respect. Donc ça c'est quand même intéressant, surtout si on peut volontairement bannir ces cartes, certaines sont capables. Si plusieurs monstres X6 que face recto que vous contrôlez sont bannis tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte puis c'est bien de ces monstres et l'invoquer spécialement. En vrai la carte est pas dégueulasse, ça peut trouver son format, il peut y avoir une utilité, à voir ce que ça va donner, mais franchement la carte en tant que telle n'est pas un starter mais peut être un extender ou une pièce de combo intéressante. Toujours dans le Premium Pack, on a la poupée de glace au magicien effet de niveau 2. Sprite? Non, je dis ça comme ça, on sait pas. Vous pouvez déposer un monstre haut, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc attention, hein, les archétypes hauts, on les a vus avec Mermail, qui a fait quand même quelque chose, quelques petits résultats au YCS Bologne. Hein. Donc elle peut se spé en défaussant 1. Si elle invoque énorme ou spé, vous pouvez ajouter un monstre magicien haut depuis le deck à la main. Pas de Mermail du coup, bien sûr. Si cette carte depuis le terrain est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter une miroir poupée de glace depuis le deck à la main. Bon, je sais pas ce que c'est, peut-être qu'on va le voir après. On peut invoquer qu'une seule fois par tour cette carte et activer un de ses effets qu'une fois par tour. Et en plus, c'est en éloque en haut après. Ouais, ok, bon, c'est quand même beaucoup de restrictions. Surtout que ça demande des magiciens hauts. Ce qui n'est pas forcément ce qui court la rue, hein, clairement. Le miroir de poupée de glace, il est là. L'artwork assez sympa également. On peut envoyer un monstre haut depuis la main ou le terrain face recto au cimetière. Invoquer spé un monstre depuis la main ou le deck du même nom qu'un monstre haut que vous contrôlez. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour, sauf des monstres hauts. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour ajouter un poupée de glace depuis le deck ou cimetière à la main. De glace, c'est la carte qu'on a vue juste avant, donc c'est une petite engine, à voir ce qu'elle peut faire. En tout cas là comme ça je vois pas trop. Et enfin on a le pilier jumeau de glace, on dirait un Digimon, voilà, il faut le dire, on dirait un Digimon, hein. Ce truc vraiment, je vous le dis les gars, c'est une folie. On peut invoquer SP 2 jetons de pilier de glace, donc 2 petits jetons qui ont comme faculté d'être de niveau 4. Hein. En plus en défense, et aussi on ne peut pas le reste de ce tour invoquer spécialement de l'extra deck après la restriction de cette carte. Waouh! Ouais, ça c'est pas dingue. Ça c'est vraiment une restriction qui est nulle. Parce que du coup tu fais des jetons mais tu en fais quoi? Je ne sais pas. En main phase on peut bannir cette carte depuis le cimetière immédiatement après la restriction. Invoquer un monstre haut. Normalement. Ouais bon c'est nul. Hein. Franchement cette petite engine là, elle est vraiment naze. Voilà, c'est tout pour les révélations de cartes. C'était pas forcément glorieux, hein. Le Premium Pack, on va pas se mytho, qui va pas être dans ma mémoire de façon intraitable. On espère de meilleures cartes annoncées. Alliance Insight qui, je l'avais évoqué, sortira sûrement en avril, a de très bonnes cartes dans son set pour l'instant qui ont été annoncées. Je vous ai présenté ça lors des précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous retrouverai du coup normalement mercredi si on a de l'actu, hein, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Et dès que j'ai la possibilité de vous faire une ouverture Crossover Breaker, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous laisse là, c'était SD, gros bisous, ciao.